3 fois 10 puissance 3, moins 8,0 fois 10 puissance 1 joule. Il est à noter que lorsque la valeur d'un travail est de l'ordre de la dizaine de joules, c'est une valeur extrêmement faible. Donc nous avons une valeur ici extrêmement faible. Négative, mais extrêmement faible. On peut constater que cette valeur est tout à fait comparable à la valeur de 0 joule trouvée pour la différence d'énergie cinétique. Il est donc tout à fait possible de conclure qu'aux incertitudes de calcul et de mesure près, les deux valeurs sont égales et par conséquent, le théorème de l'énergie cinétique est validé. On peut également invoquer le fait, pour expliquer l'écart constaté, que certaines forces ont été négligées et qu'elles ne le sont en toute rigueur pas, et que par conséquent, ces forces viennent ajouter des travaux aux quantités faibles, mais qui viendraient sans doute rendre l'égalité encore plus réaliste et encore plus fidèle. La deuxième situation. Pour la deuxième situation, vous aviez une énergie cinétique au point S5 qui était cette fois-ci différente de l'énergie cinétique au point S3. On obtenait une énergie cinétique au point S5 qui était légèrement inférieure à l'énergie cinétique au point S3 et on trouvait donc une différence qui était de moins 0,30 fois 10 puissance 4 joules. Une différence relativement faible, de l'ordre de la centaine de joules, mais quand même, moins 3,0 fois 10 puissance 2 joules. Alors, j'ai dit quelque chose qui est correct, pardon, c'est pas moins 3,0 fois 10 puissance 3 joules. Donc là, j'ai fait une erreur. Voici maintenant cette erreur qui est corrigée. Nous avons donc une valeur qui n'est finalement pas si faible, une valeur négative d'énergie cinétique, puisqu'on est de l'ordre du millier de joules. Donc là, j'avais dit une sottise. Si vous calculez le travail de la seule force qui a été retenue comme étant non négligeable, c'est-à-dire le poids pour les mêmes points S3 à S5, on obtient un travail que l'on vient de trouver à l'instant qui est de l'ordre de 1,6 fois 10 puissance 2 joules. On observe donc une différence relativement notable entre les deux valeurs, une valeur négative et significative, une valeur positive et relativement faible. Je vous ai dit de l'ordre de la dizaine ou de la centaine de joules, ce sont des travaux qui sont faibles. Je pourrais donc me dire que dans cette situation, on vient peut-être de faire une découverte fondamentale, le théorème de l'énergie cinétique ne s'applique pas toujours. La raison pour laquelle ici nous avons à l'évidence un hiatus entre les deux expressions, c'est parce que nous avons dû négliger des forces qui ne l'étaient réellement pas dans les faits. Je vais donc pouvoir conclure que le théorème de l'énergie cinétique n'est pas totalement validé. La justification des forces négligées ne le sont pas dans la réalité. Et là, en l'occurrence, la force qui vient contrecarrer notre analyse, c'est les forces de frottement fluide lorsque l'on réalise un saut dans l'air avec une certaine vitesse plutôt élevée, de l'ordre de 30 mètres par seconde. Voilà pour cette question 12. Il est à noter que suivant vos incertitudes de mesure et de calcul, vous auriez pu trouver que les valeurs étaient beaucoup plus concordantes et donc conclure que le théorème de l'énergie cinétique était validé, toujours à la nuance près, des incertitudes de mesure et de calcul près. Il apparaît 3 cas de figure pour le travail d'une force constante extérieure selon la valeur de l'angle alpha. Première situation, si l'angle alpha est compris entre 0 et 90 degrés, autrement dit entre 0 et pi sur 2 radians, alors le cosinus de l'angle alpha est compris entre 0 et 1. Dans ce cas-là, le travail de la force constante associée entre les points Gi-1 et Gi+1 est nécessairement strictement positif. Puisque ce travail est strictement positif, on dit que le travail de cette force constante extérieure est moteur. Vous soulignez en rouge que le travail est positif, vous soulignez en rouge que l'angle alpha doit être compris entre 0 inférieur ou égal à 0 et strictement inférieur à 90 degrés, et vous soulignez en rouge que l'on dit que le travail est moteur.
Vous retiendrez également de ce point-là que cette force constante extérieure est favorable au mouvement du système physique, elle est motrice. Vous soulignez en rouge que la force constante est qualifiée de motrice. Deuxième cas de figure, si l'angle alpha est égal à 90 degrés, vous pouvez le souligner déjà en rouge, alors le cosinus de l'angle alpha est égal à 0. Souvenez-vous, c'est ce qu'on a vu pour la réaction normale du support, dont le travail a été posé comme nul dès le départ. Et dans ce cas-là, le travail de cette force constante est égal à 0 lui aussi. Vous soulignez en rouge que le travail vaut 0 joules. Le travail de cette force constante extérieure est nul. Pas besoin de le souligner, c'est la valeur que vous venez d'indiquer. Cette force constante extérieure n'est ni favorable ni défavorable au mouvement du système physique. Elle n'est ni motrice ni résistante. Vous soulignez en rouge que la force constante extérieure n'est ni motrice ni résistante. Le travail est lui-même ni moteur ni résistant. Troisième situation, si l'angle alpha est compris entre 90 et 180 degrés. Dans ce cas-là, l'angle alpha, qui est aussi compris entre pi sur 2 et pi, a un cosinus qui est compris entre 0 et moins 1. Strictement inférieur à 0, supérieur ou égal à moins 1. Votre travail est donc de signe négatif. Vous soulignez en rouge un travail négatif avec un angle alpha compris entre 90 et 180 degrés. Attention, strictement supérieur à 90. Et vous soulignez en rouge que le travail est négatif. Lorsque le travail est négatif, on parle d'un travail de cette force constante extérieure qui est résistant. Et la force constante extérieure est qualifiée de force résistante. Vous soulignez donc en rouge que le travail est résistant et que la force extérieure constante est elle-même résistante. Trois cas de figure de travaux que nous avions parfaitement identifiés dans la première situation que nous avons analysée ensemble, je vous rappelle, puisque nous avions un travail qui était nul, c'était celui de la réaction normale du support, un travail qui était positif, qui était celui de la force de traction, et deux travaux qui étaient négatifs. J'ai donc un travail ni résistant ni moteur, un travail moteur qui est de signe positif, et deux travaux résistants qui sont de signe négatif. Nous allons passer maintenant à une deuxième partie de ce sujet, de ce chapitre, qui est ce qu'on appelle les forces conservatives extérieures, l'énergie potentielle de pesanteur et les forces non conservatives extérieures. Il est très important de ne pas confondre, même si le vocabulaire laisse à penser que c'est peut-être proche, une force conservative et une force constante. Ce n'est pas la même chose. Petit 1, force conservative extérieure. Vous soulignez l'expression en rouge. Il ne faut pas confondre une force conservative extérieure et une force constante extérieure. Une force extérieure est qualifiée de conservative si et seulement si son travail est indépendant de la trajectoire suivie par le point d'application de cette dernière. Il s'avère que toute force constante extérieure est nécessairement conservative, mais la réciproque est fausse. Petit 2. Énergie potentielle de pesanteur. Je vous laisse souligner ce point-là en rouge. Il n'est pas possible d'exprimer l'énergie potentielle de pesanteur sans ajouter un repère orthonormé au schéma de la situation physique à étudier. Vous notez dans la marge en rouge qu'il faut toujours ajouter un repère au schéma pour pouvoir parler d'énergie potentielle de pesanteur. Donc, je ne peux pas commencer à évoquer des formules ou des relations en rapport avec l'énergie potentielle de pesanteur sans avoir ajouté au schéma un repère clairement identifié. Vous êtes dans la situation où vous avez un repère à ajouter aux deux chronophotographies proposées dans le document 1. Je retrouve donc mon document de référence et je dois ajouter sur chacune de ces deux chronophotographies un repère. Je vais en ajouter un ici dans le coin en bas à gauche. Voilà, le point O, l'abscisse X et l'ordonnée Z. Et puis je vais ajouter un autre repère sur la première chronophotographie, même chose. L'horizontale X, la verticale Z et le point O, origine de ce repère. Ajoutez le segment S0, S7 doc sur la première chronophotographie et S0, S9 doc sur la deuxième. Je repère donc le point S0. Le point S7, c'est le dernier de l'enregistrement. Et je repasse en couleur. Je le décale un petit peu pour bien le voir. Ce segment. Sur la deuxième chronophotographie,
S6, S7, S8, S9. Le point S9 est ici. Je ne l'avais pas marqué précédemment, j'aurais dû. Et j'obtiens le segment S0, S9.